Bonsoir à tous, bienvenue sur la page Braves Femmes de Guinée, la page qui a pour objectif de sensibiliser les femmes et de créer un espace de dialogue entre les hommes et les femmes. Comme vous le savez, cette semaine, c'est le mois d'octobre. Le mois d'octobre, en général, la lumière est mise sur le cancer de sein. Cette année, nous avons décidé d'aller un peu plus loin, de profiter de ce mois d'octobre pour faire de la sensibilisation autour d'autres types de cancers. Et nous avons commencé cette semaine avec le témoignage d'un grand frère hier qui a perdu sa femme dû au cancer. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Bangali Traoré qui va nous parler du cancer de sang. Vous connaissez les règles du jeu. Posez vos questions. J'ai mes questions. Il va répondre à toutes les questions tant qu'il peut. Bonsoir, professeur Bangali. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner votre temps pour nous sensibiliser, pour nous apprendre et pour répondre aux questions des gens qui sont dehors et qui meurent. J'en suis sûre, ils ont plein de questions pour vous ce soir. Bonsoir à vous, bienvenue sur la page Braves Femmes de Guinée. Merci, bonsoir Aïcha, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi et je vous remercie de me donner l'opportunité de venir ici partager avec vous, informer sur un fléau qui porte sur le cancer du sein. Super. Docteur, avant que nous rentrons dans le vif, professeur, je vais essayer de me rectifier à tout moment. Professeur, avant que nous rentrons dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter aux gens, aux auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément, qui vous êtes, votre parcours scolaire, comment vous êtes venu à travailler en cancérologie? Je suis le professeur Bangali Traoré, je suis maître de conférences agrégé de cancérologie chirurgicale. J'ai créé, avec l'appui de nos maîtres, la première unité d'oncologie chirurgicale dédiée spécifiquement à la prise en charge des cancers, de façon générale, mais spécifiquement la prise en charge chirurgicale et les autres aspects liés au traitement du cancer. Donc, j'enseigne à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le module d'oncologie, et dans les universités privées de Conakry. Je suis membre du programme maladies non transmissibles, notamment le volet cancer. Je suis membre de l'association guinéenne de lutte contre le cancer. Et également, je suis le responsable du service de cancérologie et donc du centre de cancérologie de la polyclinique Médissa, également dédié à la lutte contre le cancer dans notre pays. Super. Docteur, on va commencer par des termes très simples. Nous entendons tous parler du cancer. Mais c'est quoi le cancer? Bon, le cancer, c'est un nom singulier, mais qui désigne un ensemble de maladies caractérisées par une multiplication cellulaire anarchique et désordonnée, qui naissent aux dépens d'un organe, qui détruit cet organe et qui se dissémine à travers l'organisme. Et c'est souvent cette dissémination qui est responsable du décès des patients. Donc, c'est un fléau mondial, c'est un problème de santé publique. Au départ, on pensait que le cancer, c'était une affaire de riches ou de pays développés, mais on s'est rendu compte que les pays en développement, dont le nôtre, aussi sont confrontés à ces problèmes de cancer. Donc, ce sont des maladies qui atteignent toutes les parties de l'organisme. Aucun organe, aucune cellule n'est épargnée. Alors, donc, tout commence par la soumission d'une cellule normale à des agents qui sont susceptibles
de transformer cette cellule, c'est-à-dire le potentiel de multiplication de cette cellule. Et c'est justement donc ces différents agents appelés cancérogènes qui vont agir pour modifier le potentiel de multiplication de la cellule. Et cette multiplication ne va plus obéir aux lois qui régissent la multiplication cellulaire normale. Donc, il y a un échappement et finalement, il n'y a plus de contrôle sur la multiplication cellulaire et cela a abouti à la formation des tissus, des cellules qui ne sont plus comme les cellules normales, qui ne répondent plus au fonctionnement ou aux lois, à l'organisation des tissus ou des cellules. Et maintenant, cela entraîne une dissémination et le décès des patients. OK. Je crois que c'est une longue explication, docteur, que vous venez de nous donner de cancer. Mais si vous devez expliquer ça à une petite fille de 5 ans en une phrase simple pour qu'on comprenne c'est quoi, qu'est-ce que vous, comment vous allez définir ça pour nous? Alors, cancer veut dire une tumeur maligne qui se développe et qui se détruit l'organe qui est atteint et qui se dissémine à travers l'organisme. Donc, par opposition aux tumeurs non malignes, sont des tumeurs qui détruisent l'organe atteint et qui se disséminent à travers l'organisme. Donc, ce sont des tumeurs qui envahissent et qui détruisent les organes atteints. Super. Merci beaucoup, docteur. Je pense que cette définition, elle est très, très compréhensible pour tout le monde. Ma question suivante est, est-ce que ce cancer de sein est fréquent? Parlons maintenant du cancer du sein parce que c'est aujourd'hui la thématique de ce soir. Est-ce que le cancer de sein est fréquent en Guinée? Avez-vous des statistiques réelles? Effectivement, nous avons des statistiques réelles. Le cancer du sein est le 4e cancer dans les 2 sexes confondus dans notre pays. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, est de 15 pour 100 000 habitants. Alors, si on rapporte ça à l'ensemble de la population, on se retrouve entre 600 et 700 nouveaux cas annuels dans notre pays. C'est ce qui est connu. Et ensuite, la mortalité avoisine les 400 à 500 cas annuels également. C'est l'une des premières causes de consultation dans mon service. Un malade sur 4 ou 2 malades sur 5 présentent un cancer du sein lors d'une consultation. Wow. Et en général, selon votre expérience, c'est à quel niveau nous allons parler des stages de cancer. Est-ce qu'il y a plusieurs stages de cancer où on se présente à différents stages? Et s'il y en a, quels sont ces stages, au fait? Alors, c'est plutôt les stades. Vous avez, ça c'est le stage, c'est un peu anglophone. Alors, à quel niveau, à quel stade on reçoit les cancers du sein? C'est en fait le contraire de ce que l'on voit dans les pays développés. Parce que dans ces pays, il y a un programme de dépistage systématique qui permet de voir ces malades alors que la maladie n'est même pas symptomatique. Chez nous, puisqu'il n'y a pas de programme de dépistage, il y a très peu de programmes de sensibilisation et je profite de cette occasion pour vraiment vous remercier parce que ça va permettre d'augmenter ou d'ajouter un input sur ce que nous faisons déjà sur le terrain. Donc, à cause de l'absence de dépistage, les malades que nous recevons viennent à des stades tardifs, soit parfois même c'est à l'occasion des complications que nous recevons. Donc, rarement, le taux de détection précoce dans notre pays ne dépasse pas les 5%. Vous m'entendez?
Je ne vous entends pas. Voilà, c'est moi qui ai fermé mon micro parce que je toussais. Désolée. Je disais, est-ce que cela est dû au manque de moyens ou juste à une vision politique qui n'est pas pour qu'il y ait des programmes de dépistage massif régulièrement? Alors, les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Et bon, la première responsabilité, c'est au manque, à l'absence d'un programme dédié à la détection précoce des cancers. Il y a eu plusieurs tentatives pour mettre en place le programme. Nous sommes en train de travailler sur ce plan-là dans le cadre des maladies non transmissibles parce que maintenant, toutes les maladies chroniques sont regroupées sous le vocable de maladies non transmissibles, alors qui prévoit dans ses activités justement la détection précoce. Mais ce n'est pas encore, les documents ne sont pas encore validés. Alors l'autre problème, c'est un problème de sensibilisation. C'est que la population guinéenne, notamment les femmes, ignorent leur état de santé, ignorent qu'il existe une maladie appelée cancer du sein, ignorent que ce cancer du sein peut être détecté précocement. L'autre problème, c'est financier, parce que les moyens de dépistage, la méthode de dépistage idéale qui permet de voir la maladie alors que c'est pas symptomatique, c'est la mammographie. La mammographie n'est pas disponible, n'est pas accessible dans notre pays. Il n'y a en réalité qu'un seul appareil de mammographie dans toute la Guinée qui est opérationnel à plein temps. Les autres appareils fonctionnent un mois sur 3 ou un mois sur 5, pour ne pas dire que ça fonctionne presque pas. Alors, la seule méthode accessible, c'est l'autopalpation, c'est-à-dire demander à la femme ou aux différentes femmes de s'auto-palper les seins, de s'auto-examiner pour rechercher des anomalies, notamment les boules au niveau du sein, ou demander aux professionnels d'examiner systématiquement les seins, et cela permet d'améliorer le taux de détection. Donc, ce qui ne se fait pas, non seulement au niveau des professionnels, mais aussi les femmes ne savent pas qu'il existe l'autopalpation et qui permet de détecter précocement le cancer du sein. Super. Docteur, aussi, je sais quand on parle de cancer de sein, on est en train de voir que les femmes, sein égale femme. Mais parmi les femmes, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus prompte à avoir à avoir le cancer de sein que d'autres? Je suis en train de parler, la femme, ça englobe tout le monde, ça, c'est beaucoup. Donc, est-ce que vous avez remarqué des tendances, par exemple, des tranches d'âge où les femmes se présentaient plus avec le cancer de sein? Mais attention, cancer du sein, ça ne veut pas dire que c'est seulement la femme. La femme est concernée dans une proportion de 98%. En Guinée, c'est 1 à 2% qui représentent les hommes. Donc, les hommes aussi sont concernés par le cancer du sein, mais dans une proportion plus faible. Alors, parlant des femmes à risque ou des femmes chez lesquelles on voit plus de cancer du sein, alors c'est parler de l'âge de survenue des cancers du sein. Alors, l'âge moyen chez nous, dans toutes les études, nous avons publié plus d'une dizaine d'études sur le cancer du sein. Alors, l'âge moyen se situe autour de 48 ans. Disons 47-48 ans. Donc, comparé aux femmes qui ont des cancers du sein dans les pays développés, il y a un écart de près de 10 à 15 années. Donc, la population est relativement plus jeune chez nous. Donc, ce sont souvent ces femmes-là, mais plus l'âge est avancé, plus il y a le risque de développer le cancer du sein. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a, vous avez, selon, ça sera intéressant de savoir, selon vos études que vous avez, les résultats de vos études que vous avez eu à
selon les résultats de vos études, est-ce qu'il y avait des corrélations, des choses qui étaient liées? Pourquoi les femmes de 48 ans étaient plus promptes à avoir le cancer? C'était à cause de leur hygiène. Est-ce qu'il y a des faits qui font qu'elles sont plus à risque que d'autres ou des femmes plus jeunes? Est-ce que vous avez pu ressortir ça? Alors, les facteurs de risque, je préfère insister surtout sur des facteurs sur lesquels on peut agir. Alors, ces facteurs, c'est la consommation de tabac. De plus en plus, les femmes consomment le tabac ou elles sont enfumées. Et c'est surtout le tabagisme passif qui domine chez nous. Donc, ce sont des femmes qui sont enfumées et qui sont souvent exposées à des fumées domestiques. Les fumées domestiques sont des fumées occasionnées à l'occasion de l'allumage des feux de cuisine par le caoutchouc. Souvent, elles utilisent beaucoup le caoutchouc pour allumer le charbon. Et donc, elles enfument cela et ça va exposer l'organisme à des hydrocarbures, à des composés chimiques qui augmentent le risque de cancer du sein. Il y a aussi le manque d'activité physique régulière. Et nos femmes, rarement, pratiquement, ne font pas d'activité physique, surtout à un certain âge. Et en plus, c'est l'alimentation. L'alimentation pauvre en fruits et légumes et riche en graisse et en viande surtout. Donc, les femmes consomment beaucoup plus ces choses-là que les fruits et légumes, alors que notre pays est gorgé des fruits et légumes. Malheureusement, c'est pas beaucoup consommé. Rares sont les ménages où on peut rencontrer lors d'un repas des fruits et légumes à côté du repas principal. Donc, vous allez faire des ménages en ménage, vous ne trouverez pas 5% de ménages où on pose à la fois le repas principal et les fruits et légumes. Donc, c'est très peu consommé chez nous. Il y a d'autres facteurs qui expliquent, ce sont des facteurs génétiques. Bon, heureusement, ces facteurs-là ne représentent que 10% de l'ensemble des cancers. Il y a aussi l'augmentation de l'âge qui est là et d'autres facteurs comme l'infection par le virus du papillome, le virus de l'immunodéficience acquise, qui a une prévalence de 5% parmi les femmes qui ont les cancers du sein. Comparé à la population générale, la prévalence est de 1,2%. Donc, parmi les femmes qui ont le cancer du sein, il y a un taux de positivité de 5%. Donc, cela aussi est un facteur qui multiplie le risque chez nos femmes. Docteur, quand vous parlez, je me dis comment on peut se prémunir de cela parce que les femmes font la cuisine, elles doivent faire la cuisine. Les fumées, elles peuvent pas éviter les fumées. Y a-t-il des moyens de se prémunir des cancers alors? Parce qu'on voit, comme vous avez dit, 10%, si j'ai bonne mémoire, 10% génétique. Donc, tout le reste, c'est environnemental. Comment on peut faire maintenant pour jouer sur ces facteurs environnementaux pour réduire au fait le risque aussi minime que possible de ne pas être à risque de contracter le cancer, par exemple? Au moins essayer quand même. La première mesure, c'est de lutter contre le tabac. Okay. C'est éviter que les époux ou les conjoints consomment le tabac en présence des enfants et au sein de la famille. Et aussi de gérer, on peut allumer le feu de cuisine sans utiliser le caoutchouc. Vous savez, ce sont des polluants, le plus gros polluant de la nature, ce sont les matières plastiques. Donc, il faut les utiliser. C'est les plastiques, au fait. Ah, bien sûr. OK. Les matières plastiques pour allumer le feu de cuisine. Donc, on peut utiliser le feu de cuisine sans utiliser les matières plastiques. Donc, éviter également la combustion. Vous savez, la salubrité, ça contribue. La combustion des déchets domestiques. Si on l'utilise pas
sur les feux de cuisine, mais lorsque on voit que aux alentours des maisons, il y a des ordures et on vient mettre le feu dessus, alors il va sans dire qu'il y aura la combustion des matières plastiques, les matières métalliques et les matières organiques qui vont dégager aussi dans l'atmosphère des composés qui vont aussi entraîner des maladies. Donc, il faut agir sur ça et il faut faire la promotion de la consommation des fruits et légumes. Ça, il y a très peu d'activités qui parlent de la consommation des fruits et légumes. Ça, c'est extrêmement important. Consommer moins gras. Si vous avez, par exemple, vous allez à des festivités, vous posez des fruits et légumes à part, vous posez des protéines quelque part, vous verrez que côté protéines, ça finit plus vite que là où il y a les fruits et légumes. Alors que bon, c'est ça qui améliore la santé. Donc, il faut consommer, il faut aussi faire la promotion des activités sportives pour augmenter non seulement la lutte contre le cancer du sein, mais aussi les autres maladies chroniques, dont le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Super. Donc, les gens qui nous écoutent, si vous venez de tomber sur l'émission l'hygiène de vie, on n'arrête pas de le répéter. Il faut changer notre hygiène de vie et nos habitudes, surtout de consommation. Ça peut au moins réduire parce qu'en général, les gens ont tendance à penser que c'est le cancer, c'est génétique, alors que il y a l'hygiène de vie qui joue plus que notre génétique. Merci beaucoup, docteur. C'était très informatif ce que vous avez dit depuis là. Docteur, comment peut-on détecter le cancer de sein? Je sais que vous avez parlé de l'autopalpitation, J'espère que je vais pas parler en anglais ce soir. Et puis, vous avez parlé de mammographie. Mais maintenant, pour les femmes qui savent pas comment le faire, est-ce que on peut aller chez un gynécologue ou un généraliste pour pouvoir apprendre ces gestes où il y a des ONG autour qui peuvent nous enseigner ces gestes simples? Alors, il y a quand aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très, très développés. Il y a plein d'astuces qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux pour savoir comment on fait l'autopalpation. Nous, d'habitude, chaque femme qui consulte, même pour autre cause, au sortir de la salle, on demande à la femme, lorsqu'elle a un smartphone, on lui indique les sites où on peut trouver des vidéos pour savoir comment on fait l'autopalpation. Mais en fait, l'autopalpation, il y a deux temps. Le premier, c'est l'inspection, c'est-à-dire c'est se regarder torse nu devant un miroir, de face et de profil. C'est pour voir s'il n'y a pas un problème de symétrie. Bon, en général, il y a toujours, les deux seins n'ont pas toujours le même volume. Ça, c'est naturel. Mais lorsque la modification qu'on n'a pas l'habitude de voir et on regarde ça, ça doit inquiéter. Et aussi les changements de forme et de silhouette au niveau du sein. Donc, l'inspection permet de regarder et de voir s'il n'y a pas d'anomalie visible. Maintenant, après, le deuxième temps, c'est la palpation. La main droite va examiner le sein gauche et la main gauche, le sein droit et vice-versa. Et on termine l'examen par l'examen de l'aisselle pour voir s'il y a des boules au niveau du sein. Alors, parfois, on peut confondre glande mammaire et la présence d'une boule. Mais quand on est habitué, on peut facilement faire la différence. L'existence d'une boule ou d'une anomalie au niveau du sein ne signifie pas aussi absolument la présence d'un cancer du sein. Plus l'âge est avancé, plus les anomalies retrouvées au niveau du sein tendent vers un cancer du sein, mais à l'âge jeune, on retrouve beaucoup plus d'anomalies, mais il faut aller dans une structure de santé la plus proche
pour être orienté sur la nature, parce qu'il y a des investigations complémentaires qui permettent de dire s'il y a un cancer ou pas. Maintenant, docteur, je suis en train de penser à la mammographie. Est-ce que la mammographie est dangereuse? Parce que les femmes, on se dit, il y a des rayons et tout. Tu te dis, il y a plein de risques. Combien de temps il faut faire la fréquence? Y a-t-il une fréquence à laquelle il faut aller à l'hôpital pour faire? Et est-ce qu'elle est dangereuse même pour notre organisme, en fait? Bon, avec le progrès de la technologie et de la radiobiologie, les mammographies qui sont surtout les mammographies numériques, il n'y a pas de risque à se faire à faire une mammographie de façon annuelle. On peut le faire annuellement, mais ça dépend du type de population. Lorsqu'on est une population à risque, on a par exemple dans la famille 1, 2 ou 3 cas de cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer du côlon, il y a des types de cancers qui sont, qu'on peut qualifier de génétiquement liés. Lorsqu'on a ces cas de cancer dans la famille et que dans ces familles, on a identifié des gènes, qui ne se fait pas encore chez nous. Donc, lorsqu'il y a ces cas-là, on peut le faire de façon plus rapprochée, disons une fois par an ou tous les 2 ans. Okay. Alors, lorsque il n'y a pas d'antécédents de familiaux de cancer et qu'il n'y a pas de gènes identifiés au sein des familles, on peut le faire une fois et on répète 2 années plus tard et on peut aller jusqu'à tous les 5 ans. Généralement, on combine et la mammographie, l'autopalpation et l'examen clinique du sein. Parce qu'il y a la main de la femme qui examine, il y a la main du clinicien qui est plus experte que la main de la femme qui vient consulter. Donc, on combine les 3 méthodes et souvent, on optimise l'efficacité du dépistage. OK. Est-ce que c'est gratuit en Guinée? La mammographie, non. Ce n'est pas gratuit. Il y a eu par moment l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer en 2017 avait bénéficié de quelques mammographies faites par une société de la place. En dehors de ces cas et en dehors également des prises en charge assurées par les entreprises, la population générale, il n'y a pas de gratuité. Donc, tout est payant. C'est environ 50 € la valeur de la mammographie. C'est pas donné quand même. Je veux dire, c'est pas donné pour la population guinéenne. Et moi, je suis dans un pays, malheureusement, ici, cancer de sein, on ne fait pas de mammographie jusqu'à ce que tu aies des symptômes ou que tu aies dépassé l'âge de 50 ans. Là, je vous entends parler, je me dis, dès que je vais en Guinée, je vais juste courir voir un médecin parce que j'ai l'impression que ça devait être au moins disponible. C'est peut-être pour cela que nous aussi, on a des diagnostics en retard dans ce pays parce que les gens ne le font pas, ils veulent pas le faire. Alors, c'est un peu, vous vous plaignez du diagnostic tardif, mais nous, le diagnostic tardif représente 95%. Ah oui, là, c'est je pense que le diagnostic tardif en Guinée est différent. C'est parce que les femmes peut-être n'ont pas l'information ou c'est cher. Mais si je me présentais chez un médecin alors que les moyens sont là, ils vont regarder les risques facteurs et puis ils vont me dire non, il faut attendre jusqu'à ce que tu aies l'âge. Donc c'est un peu compliqué aussi, mais bon, c'est comme ça. Docteur, beaucoup de gens pensent que croient qu'en consommant certaines nourritures, on peut réduire le risque d'acquérir le cancer de sein. Est-ce que cela est possible? Si oui, quelles sont ces nourritures qu'on peut manger, par exemple, chez nous? Parce que sur YouTube, on voit tout, on entend tout. On a l'impression qu'il y a des aliments magiques pour ne pas avoir certains types de cancer. Bon,
l'aliment magique, les aliments magiques, c'est les fruits et légumes. Quelle que soit la nature, les fruits et légumes. L'OMS recommande 5 portions de fruits par jour. Bon, c'est un peu à l'excès, mais lorsque il faut au moins consommer un fruit par jour. Et ça permet de réduire considérablement ces maladies-là. Donc, il n'y a pas de fruits particuliers. Il y a des fruits qui sont très riches en vitamine A et en vitamine C. Ce sont surtout ça. Il y a également des fruits qui sont riches dans d'autres éléments qui permettent de renforcer l'immunité de l'organisme et qui permet de lutter contre ces maladies-là. L'immunité joue un rôle important dans la genèse du cancer. Tous les jours, on fabrique son cancer et on élimine son cancer. Donc, lorsque l'immunité est renforcée, on ne fera qu'éliminer les cellules cancéreuses. Ça m'amène aussi à une question. Est-ce que les femmes qui vivent avec le VIH seront plus à risque d'acquérir le cancer que d'autres femmes qui n'ont pas d'autres maladies chroniques, par exemple? Alors, quand vous prenez les femmes qui ont le VIH, au départ, avant l'avènement des traitements antirétroviraux, l'immunité, avec la dépression de l'immunité, il y a des cancers qu'on appelle cancers classant SIDA. Et parmi ces cancers, il y a le cancer du col de l'utérus, les lymphomes malins non hodgkiniens, ce sont des cancers qui atteignent surtout les tissus lymphoïdes, et également le sarcome de Kaposi qui est un cancer cutané. Donc, ces cancers-là définissent le sida. Avant l'avènement du traitement antirétroviral, ces cancers-là étaient très fréquents. Et maintenant, avec l'avènement des antirétroviraux, il y a une augmentation de la survie des patients vivant avec le VIH. Donc, on ne dit plus personne qui a le sida, mais personne vivant avec le VIH. Donc, on vit avec sa maladie. Il y en a qui vivent pendant de très longues années, qui n'ont aucun et qui vont peut-être mourir d'autres choses, parmi lesquelles le cancer. Donc, le cancer du sein est un cancer qui fait partie des cancers non classés SIDA. Et quand on prend la population des personnes atteintes de cancer du cancer et on fait la prévalence, chez nous particulièrement, peut-être que c'est parce que le cancer du sein constitue le cancer le plus fréquent, parce que ça représente pratiquement 26% des cancers que nous recevons dans notre service. Donc, dans cette population, le taux de prévalence de l'infection à VIH est de 5%. Donc, nous dirons qu'il y a un risque élevé de cancer du sein, c'est effectivement ces femmes infectées par le VIH. Pardon. Quels sont les conseils que vous donnerez aux femmes? Je sais que vous avez déjà donné des moyens de prévention et tout, mais y a-t-il des conseils spécifiques que vous pouvez donner aux femmes en ce moment pour qu'elles puissent se prémunir du cancer? Bon, le premier conseil, c'est la prévention primaire. C'est privilégier la consommation des fruits et légumes. Donc, chaque fois qu'elles font le repas, exiger au mari de prévoir la dépense pour ajouter les fruits et légumes au repas. Et donc, éviter et contribuer, lutter contre le tabagisme des conjoints. Donc, je sais qu'il y a des hommes qui fument et donc qui enfument les enfants et les épouses. Donc, de lutter contre ça et pratiquer, s'inscrire dans un programme d'activité physique régulière. Même si on ne fait pas tous les jours, mais qu'on ait un planning, au moins une fois par semaine ou deux, pratiquer une activité physique régulière. Ça, c'est la prévention primaire. Ça permet de lutter contre le cancer du sein. Les autres cancers,
mais aussi les maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques et respiratoires. Donc, ça, c'est la prévention primaire. Alors, ce que je peux ajouter à ça, c'est l'autopalpation. Parce que ça ne coûte que d'être informé, de savoir comment on pratique l'autopalpation. Ça permet de déceler des anomalies qui ne signifient pas absolument cancer, mais qui peuvent aider au diagnostic précoce et à la prise en charge de qualité avec un coût très, très minime par rapport si le diagnostic est fait tardivement. Et de ne pas avoir du tout peur, de ne pas avoir peur quand on annonce un diagnostic de cancer. Surtout quand le diagnostic est fait précocement, il est possible de traiter le cancer sans même enlever le sein et avec peu de moyens investis. Mais si le diagnostic est fait tardivement, il y a des cas, on peut guérir, mais au prix d'un investissement énorme. Merci beaucoup, docteur, pour ces conseils. La prévention, c'est la clé. J'espère qu'elle vous écoute maintenant, que toutes les femmes ici ou hommes, parce que le docteur a rappelé que ce n'est pas que pour les hommes et les femmes, le cancer de sein. Tout le monde est concerné. Il y a quand même 2%, si j'ai bonne mémoire, 2% des cas de diagnostic qui sont des cas des hommes. Donc, faisons attention à notre alimentation, à notre hygiène de vie. Il est mieux de prévenir que d'avoir la maladie et d'être confronté à d'autres difficultés. Maintenant, docteur, vous avez des femmes qui ont très peur du dépistage. Elles se disent, c'est préférable de ne même pas savoir. J'ai peur qu'on m'enlève les seins, j'ai peur de cela. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces femmes qui vous regardent aujourd'hui, qui se disent, non, mieux n'est pas savoir? Bon, moi je crois qu'il vaut mieux savoir que de ne rien savoir. Pas plus tard, je ne sais pas, 3 ou 4 jours, on était avec des dames chez lesquelles on a fait des dépistages et il y a eu des cas de positivité. Alors, le plus important, c'est de savoir, parce que quand vous ignorez, vous risquez de vous retrouver face à une situation à laquelle vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, quand on peut faire quelque chose, il vaut mieux le faire. Il vaut mieux savoir qu'on a une maladie et faire face que d'attendre et se retrouver face à une complication. Donc, le mieux, c'est de savoir. Et maintenant, lorsque on a la maladie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures qu'il faut mettre en place. Il y a un accompagnement psychologique parce que ce n'est pas quand même une bonne nouvelle d'avoir une maladie. C'est comme si quand vous dites à un élève que vous avez échoué à un examen. Mais échouer à un examen ne veut pas dire que vous avez perdu. Donc, vous pouvez reprendre et puis passer en classe supérieure. Donc, c'est un peu comme ça. Avoir une maladie est une chose, traiter, c'est une autre chose. Donc, il faut avoir la maladie et le premier moyen de traitement, c'est l'acceptation du diagnostic. Donc, quand on accepte le diagnostic, on peut se faire traiter, on peut trouver les moyens pour faire face. Parce que si on n'accepte pas, ce qui va se passer, les malades vont aller chez des tradithérapeutes, c'est-à-dire en médecine traditionnelle. Et là-bas, c'est autre chose. Donc, souvent, les malades nous reviennent avec des états très, très graves. Donc, il ne faut pas arriver à ce niveau-là. Il vaut mieux se faire dépister, avoir un diagnostic précoce et puis faire face à un traitement qui va coûter moins cher que d'attendre, de ne rien savoir du tout et après, on est face à des problèmes qu'on ne peut pas gérer. Super. Maintenant, docteur, il y a des couples qui ont du mal je pense aux jeunes couples. Imaginons le cas d'un jeune couple. Il y a quelqu'un qui vient, qui découvre que sa femme a le cancer de sein. Quel conseil pouvez-vous donner à un conjoint par rapport au support émotionnel de la malade en ce moment? Comme je le disais tout à l'heure,
le traitement du cancer, c'est d'abord le soutien, l'information et le soutien psychologique. Le premier soutien d'une femme qui a la maladie, c'est d'abord son mari. Donc, il faut que le mari accepte autant la maladie que sa femme. Donc, si ce n'est pas le cas, le traitement va être compliqué. Donc, c'est l'acceptation de la maladie, c'est l'accompagnement psychologique. Le mari, c'est le soutien le plus précieux qu'un médecin puisse avoir pour gérer la femme qui est atteinte d'un cancer du sein. OK. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, la prise en charge, comment ça se passe en Guinée? Bon, la prise en charge, nous faisons de la chirurgie. On fait la chimiothérapie. Ce sont des médicaments anticancéreux qu'on administre généralement par voie veineuse, selon un rythme particulier et pour détruire les cellules cancéreuses. Donc souvent, comme les malades viennent à des stades un peu pas très au début, donc on fait ce qu'on appelle la chimiothérapie pour refroidir la maladie. Et cela permet d'opérer et en enlevant toute la maladie et puis pour permettre le traitement complémentaire. Le traitement complémentaire, c'est la radiothérapie et qui n'existe pas malheureusement chez nous. Donc, puisque c'est le cancer du sein, les deux premières parties du traitement, on le fait chez nous. Et puis, la radiothérapie pour ceux ou celles qui ont des moyens, on les évacue donc en fonction de leurs possibilités dans des pays pour continuer le traitement. Il y a aussi l'hormonothérapie parce qu'il y a des cellules cancéreuses qui se nourrissent des hormones. Donc, on donne des traitements pour bloquer la stimulation hormonale. Ça, c'est un traitement qui peut durer 3 à 5 ans. Donc, c'est la dernière partie du traitement. Il y a aussi la thérapie ciblée qui se fait sous la base des médicaments qui se donnent pour inhiber certaines cellules qui ont des gènes, certaines anomalies géniques. Donc, ça, c'est un traitement qui coûte aussi un peu cher, qui n'existe pas encore chez nous, mais bon, qu'on utilise seulement en cas de commande, quoi. Docteur, j'ai quand même des questions qu'on m'a envoyées avant l'émission. Il y a et je crois que vous avez répondu à certaines des questions. Existe-t-il une procédure de prise en charge par l'État? Si oui, comment y bénéficier? Bon, la procédure de prise en charge par l'État, il y a une société appelée Assurance Inamo. C'est une société qui, je parle sous leur contrôle, qui prend en charge les fonctionnaires de l'État et qui est assuré par cette société. Mais en dehors de ça, la population générale, il n'y a pas de procédure particulière. Ce sont des malades qui vont aller consulter dans les hôpitaux et la prise en charge est personnelle. Donc, c'est soit à la charge de la femme ou de sa famille ou de ses proches. Pour les assurés des entreprises, bon, là, il y a moins de soucis parce que tout est pris en charge. Il y en a qui sont remboursés à peut-être à 20-80%, mais la prise en charge est assurée par les entreprises. C'est que l'assurance maladie ne couvre que 1% de l'ensemble des cancers des femmes, des personnes atteintes de cancer dans notre pays. C'est très minime par rapport à la population. Donc, la conséquence de ça, c'est que le traitement du cancer, c'est environ 30 à 40% des malades que nous arrivons à prendre en charge. C'est-à-dire 30 à 40% vont faire le traitement anticancéreux. Et parmi ces gens-là, lorsqu'il s'agit d'une chimiothérapie qui est instaurée, environ 60% seulement arrivent à terminer leur traitement. Et à cause des coûts financiers. Les produits n'existent pas dans les pharmacies hospitalières.
l'approvisionnement se fait dans les officines. Donc, quelquefois, il y a des dons, mais ça ne suffit pas pour prendre en charge les femmes atteintes de cancer du sein. Je suis désolée, docteur. En général, je suis très optimiste, mais quand je vous écoute juste cette dernière partie, j'ai un peu peur pour ces femmes parce qu'on reçoit beaucoup de SOS. J'ai fait beaucoup de SOS tout au long de l'année dernière et cette année. Maintenant, je comprends au fait l'ampleur de la chose. Au fait, j'ai dit, mais attendez, pourquoi on a autant de SOS? Mais à vous entendre, c'est que quand on est pauvre et qu'on se présente à la dernière minute ou au dernier niveau, on n'a pas de chance de survie. C'est très rare qu'on ait une chance de survie lorsqu'on n'a pas assez, on n'a personne derrière pour assurer la prise en charge. C'est très complexe. Donc, s'il n'y a pas de SOS, s'il n'y a pas, par moment, nous avons des dons pour donner, mais ça ne suffit pas parce que le traitement ne se limite pas qu'à la chimiothérapie ou la chirurgie. Donc, il faut qu'il y ait un soutien. Le soutien doit venir de la part de l'État, comme on le fait pour la prise en charge des personnes infectées par le VIH, par la tuberculose et autres. Donc, il faut qu'il y ait justement une subvention pour prendre en charge ces personnes-là. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, mais bon, tout ça, c'est parce que le programme maladie non transmissible, le programme national de lutte contre le cancer, le plan cancer n'est pas encore validé. On espère qu'après la validation, on aura quelquefois des dons. Il y a des dons qui sont donnés, mais ce n'est pas suffisant pour assurer la prise en charge de ces femmes-là. Là, il y a une autre question aussi qu'on m'a envoyée. Je sais que vous avez parlé des statistiques dès le départ. La personne demande s'il y a ces statistiques, comment peut-elle consulter ces statistiques ou les trouver au fait? S'il y a des statistiques, vous savez, quand vous avez parlé au début du nombre de décès liés au cancer, du nombre de cas de cancer. Ce sont les données du registre de cancer. Vous savez, le cancer a la particularité d'avoir un organe appelé registre du cancer qui a pour fonction de recueillir l'ensemble des données sur les cas de cancer dans une population. Et donc, ce sont ces données qui sont rapportées au niveau de l'OMS, au niveau du Centre international de recherche contre le cancer, et qui est publié, et voilà, c'est sous la base de ça. Mais c'est souvent sous la base d'estimation. Alors, quand on se réfère aux données hospitalières, je vous ai dit que 1 malade sur 4 ou 2 malades sur 5 qui consultent chez nous a presque un cancer du sein. Donc, c'est dire combien de fois le cancer du sein devient un problème de santé publique. Donc, les statistiques sont disponibles. Tous ceux qui veulent les statistiques, qui veulent avoir des statistiques, c'est disponible dans mon service. Super, merci. La personne aussi demande quel est le pourcentage de guérison au sein de votre service? Alors, l'une des premières études sur la survie des cancers du sein pris en charge dans notre service a rapporté une survie à 5 ans de 57%. Donc, malgré toute la faiblesse des moyens que nous disposons, alors donc les malades, plus de la moitié des femmes que nous prenons en charge survivent au-delà de 5 ans. Donc, voilà. Et nous sommes en train de produire d'autres études pour voir les facteurs associés à cette survie. Ok, merci beaucoup, docteur. Je pense que sa dernière question était ce pourcentage fait-il état de manquement de soins au niveau du service, du manque de personnel qualifié ou de matériel? Mais je pense que vous avez déjà
énumérer sur ça les raisons du taux de mortalité en Guinée dû au cancer, en fait? Alors, par rapport en fait, pour le nombre de cas que nous recevons, nous ne pouvons pas dire que nous sommes débordés. Mais vous savez, la Guinée compte 13 millions d'habitants, dont près de 6 millions de femmes. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de cancers que nous ne voyons pas. Donc, le jour qu'on va être débordé, il va falloir qu'on augmente les ressources humaines. Oui, il faut augmenter les ressources humaines parce qu'une personne ou deux ne peut pas suffire pour prendre en charge ces femmes-là. Et il y a l'accès aux moyens de diagnostic, l'accès aux moyens de traitement. Il faut améliorer, pour améliorer la survie du cancer. Il faut améliorer également l'accès aux moyens de dépistage. Parce que c'est grâce au diagnostic précoce qu'on augmente le taux de survie. Aujourd'hui, le taux de survie qui est de 57% chez nous avoisine les 80 à 90% dans les pays développés, dans les pays maghrébins. Pourquoi pas chez nous? Chez nous, on peut faire le diagnostic précoce, on peut faire la détection précoce, mais il suffit que ces femmes, les femmes se soumettent au dépistage, il faut qu'elles se soumettent à la mammographie si elles ont les moyens, mais au moins, ne serait-ce que l'autopalpation permet de détecter précocement ces cancers-là et de les prendre en charge pour améliorer le taux de survie. Donc oui, il faut augmenter les ressources humaines, les infrastructures, améliorer les infrastructures. La radiothérapie, c'est un volet important dans la prise en charge de ces cancers-là. Le plateau technique d'anatomie pathologique pour accéder à l'immunohistochimie, pour caractériser ces cancers-là, c'est aussi des moyens pour améliorer la prise en charge de ces maladies. OK. Docteur, je pense aussi, elle demande, mais moi, ma question à ce niveau, est-ce qu'il y a assez de personnel qualifié pour cela? Parce que le témoignage qu'on a écouté hier, il y avait une erreur médicale. La femme avait détecté un élément étranger au niveau du sein. Le gynécologue en question a parlé de kyste. Donc, ils sont repartis à la maison. Malheureusement, plus tard, ils étaient obligés d'aller en Côte d'Ivoire pour aller faire plus d'examens. Quand la douleur a été énorme, c'est là-bas qu'on a diagnostiqué le cancer. Est-ce que vous pensez réellement pour les 6 millions de femmes qui existent en Guinée, qui a le personnel qualifié pour pouvoir aider ces femmes s'il y avait plusieurs cas, par exemple, qui se venaient tout d'un coup par miracle, qu'est-ce qui allait se passer au niveau de votre service? Bon, je dirais qu'il y a un problème de ressources humaines qualifiées. Il y a une insuffisance de ressources humaines qualifiées. Mais avant de parler de ça, je crois que je n'ai pas suivi trop le cas que vous venez d'évoquer. Mais je crois qu'avant d'aller en Côte d'Ivoire, il y a un service de cancérologie qu'il faut d'abord consulter avant d'aller à l'extérieur. Parce que ça met en nu les insuffisances. C'est vrai qu'il y a des insuffisances. Un gynécologue ne devrait pas passer à côté d'un cancer parce que ça existe dans sa formation. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de médecins qui font office de gynécologues, qui n'ont pas la formation de gynécologie, mais qui font office de gynécologue. Et en plus, donc nous travaillons en étroite collaboration avec des gynécologues. Et je crois qu'il y a aussi un problème d'orientation, parce que lorsque vous savez que vous ne pouvez pas gérer un malade, et je crois qu'il faut, la moindre des choses, c'est d'envoyer, parce que comme je vous ai dit, nous ne sommes pas encore débordés pour prendre en charge ces femmes-là. Donc, on peut recevoir ces femmes-là et puis nous avons une équipe qui, à tous les jours, il y a un médecin qui est de consultation, qui voit des malades et qui remonte l'information. Donc, lorsqu'il y a des cas, il y a ce qu'on appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire que nous organisons tous les mercredis et je crois que le traitement du cancer est basé sur la concertation et cela permet d'optimiser le choix du traitement, la qualité du diagnostic et le pronostic des malades. Donc, si nous étions au courant, peut-être que ça n'allait pas être le cas. Donc, souvent,
les collègues voient des malades, on ne nous envoie pas et bon, donc c'est difficile de se prononcer sur ces cas-là. Ok. J'ai la dernière question de la dame. Elle dit, elle demande, est-ce que vous travaillez sur des campagnes de dépistage massives? Si oui, où et quand? Alors, chaque année, avec l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer, on réalise les campagnes de dépistage dans la ville de Conakry. Et finalement, on a même construit un centre de dépistage dédié pour détecter précocement les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus. Donc, on fait ça chaque année. Mais malheureusement, cette année, nous sommes en période de pandémie et je m'incline d'ailleurs pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de COVID-19 à travers le monde, mais aussi les victimes de cancer du sein. Et donc, cette année, nous n'avons pas pu organiser de campagne de dépistage de masse parce que ça demande à faire appel à des femmes qui vont venir en groupe par cinquantaine pour attendre et puis se faire dépister. Alors donc, on a du mal à faire respecter les mesures barrières par les populations, à plus forte raison lorsque vous les appelez pour venir faire le dépistage. Donc, le dépistage, et c'est d'ailleurs dans les recommandations des sociétés savantes de cancérologie, pas de dépistage en période de pandémie, donc pour éviter les risques de contamination. Donc, on ne privilégie pas le dépistage, mais par contre, on peut faire le dépistage à titre individuel. Donc, une femme qui désire venir se faire consulter, on peut faire le dépistage et ça permet de détecter précocement la maladie et d'avoir un meilleur pronostic. Super. Il y a une autre question. Il y a quelqu'un qui demande sur Facebook, lorsqu'un cardiologue évoque un kyste du sein à l'imagerie, est-ce qu'il faut s'arrêter là-bas ou bien il faut aller jusqu'à l'anatomie, pathologie pour être tranquille? À mon avis, lorsque un nodule du sein est découvert, il faut faire une biopsie. Une biopsie, donc c'est prélever un fragment. Maintenant, les biopsies se font à travers des aiguilles. On a un peu évolué chez nous parce qu'avant, on faisait la biopsie à ciel ouvert. On ouvrait avec les bistouris pour prendre des fragments et envoyer au laboratoire. Maintenant, nous faisons des biopsies à aiguille fine, comme ça se fait dans les autres pays. Donc, on le fait et de plus en plus, nos prélèvements sont acheminés. C'est vrai, on n'a pas notre laboratoire d'anatomie pathologique se limite simplement à l'examen histologique, c'est-à-dire dire c'est quel type de cancer, le type histologique et le grade. Alors que pour le cancer du sein de nos jours, il faut en plus de ces deux éléments, il faut dire s'il y a des récepteurs hormonaux, s'il y a l'expression de l'oncogène HER2, il y a d'autres marqueurs qui aujourd'hui sont utilisés dans la stratégie thérapeutique. Donc pour cela, nous envoyons des prélèvements en France et pour avoir les diagnostics en attendant que notre plateau technique soit amélioré. Il y a deux questions que je vois là qu'on m'a envoyées. Est-ce qu'il y a des marqueurs immunologiques impliqués dans la genèse de ce cancer? Bon, je dirais qu'il y a peut-être des anomalies génétiques. Il y a des anomalies génétiques. Il y a des gènes appelés BRCA, Breast Receptor Cancer Antigen, de type 1 et de type 2, et qui augmentent significativement le cancer du sein chez des femmes, mais aussi d'autres types de cancers, notamment le cancer de l'ovaire, le cancer de l'utérus, du côlon, de la prostate et ainsi de suite. Donc, dans les familles dans lesquelles on retrouve ces types d'anomalies. Donc, il y a des facteurs génétiques qui expliquent, mais les marqueurs immunologiques, non. Okay. La dernière question que j'ai, est-ce que tout cancer de sein est opérable?
Non, tout cancer du sein n'est pas opérable. Alors, les cancers du sein qu'on opère, parce que la question d'opérabilité, c'est voir est-ce que les malades qui a le cancer du sein n'a pas de contre-indication à l'intervention chirurgicale. On peut répondre à la question sous cet angle-là. Maintenant, est-ce que les malades, si la question d'opérabilité est oui, s'il n'y a pas de contre-indication à l'intervention chirurgicale, la seconde question va être, est-ce que le cancer est résécable? C'est-à-dire, est-ce que si on opère, on peut enlever toute la maladie sans rien laisser sur place? Oui, non, tous les cancers ne sont pas résécables parce qu'il y a des cancers qui viennent à des stades très avancés. Donc, on peut enlever le sein et donc juste pour une question de propriété, mais on n'enlève pas la maladie. La maladie reste dans le corps. Donc, c'est ce qu'on appelle le traitement palliatif. Maintenant, lorsqu'on dit qu'un cancer est résécable, lorsqu'il est résécable, totalement résécable, ça, ce sont des cancers qui s'inscrivent dans le cadre d'une guérison. C'est-à-dire, le but du traitement va être de guérir ces femmes-là. Donc, le traitement va consister à enlever soit la maladie tout en laissant sur place le sein, dans le cas du traitement conservateur, ou bien enlever la totalité du sein, c'est la mastectomie, et et ça permet d'enlever la totalité. Maintenant, avant de faire ce traitement, il est possible qu'on ait besoin de refroidir la maladie. Donc, faire un traitement qu'on appelle néoadjuvant, c'est un traitement qui se fait avant chirurgie, c'est la chimiothérapie, donc qui permet de réduire le volume de la maladie et d'enlever la maladie sans trop de préjudice sur la patiente. Ok. Il y a une question aussi qui vient de Kerno Baldé. Il demande est-ce que vous intéressez au séquençage des gènes suspects? Pour l'instant, ça c'est à titre de projet, parce que si on veut avancer dans la lutte contre le cancer, dans la compréhension de la biologie du cancer, surtout du sein, et effectivement, il faut faire le séquençage des gènes, il faut rechercher les gènes, il faut faire la génétique pour mieux caractériser le sein, parce qu'aujourd'hui, la personnalisation du traitement réside justement au séquençage des gènes, à la génétique du cancer du sein. Merci beaucoup, docteur Bangali. Je pense que professeur Traoré, pardon. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions de ce soir. Ce fut très, très informatif et beaucoup, c'était simple. J'avais peur. Je me disais, un professeur avec nous. J'en suis sûre, je vais entendre beaucoup de termes et puis je vais poser des millions de questions. Vous avez simplifié la chose. Je pense que toute personne qui veut comprendre pourra comprendre le message passé ce soir. Est-ce que vous avez un dernier message pour nous ce soir avant que je ne partage une petite vidéo pour éduquer comment faire les palpitations sur les seins? Bon, le message, c'est l'autopalpation. Il faut que nos femmes comprennent qu'il y a l'autopalpation qui ne coûte absolument rien, qui ne coûte que comprendre comment on fait et qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on découvre une anomalie. Donc, de faire l'autopalpation, de demander à chaque fois qu'il y a une consultation, demander au médecin d'examiner le sein et à chaque fois que cela est possible, de pratiquer la mammographie à partir de 40 ans. Consommer beaucoup de fruits et légumes, pratiquer des activités physiques régulières et également ne jamais consommer le tabac ou ne pas utiliser des matières plastiques pour allumer les feux de cuisine ou éviter la combustion des déchets
domestique. Merci beaucoup, docteur. Docteur, merci beaucoup. Ce fut très, très intéressant ce soir. Merci à vous. Nous aurons l'occasion de vous écouter encore tout au long de la semaine. Merci pour le temps accordé et surtout pour toute cette information que vous venez de donner ce soir. J'en suis sûre et j'en suis convaincue que ça fera une différence dans nos vies. Merci beaucoup, docteur. Je vous souhaite une très bonne soirée. Excellente soirée à vous. Merci. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec Dr. Bangali ce soir et que demain vous serez parmi nous demain avec Dr. Magas et que nous allons continuer tout au long de cette semaine à s'informer, à partager le savoir dans l'espoir que les choses vont changer, dans l'espoir qu'on va changer la donne. Comme vous le savez, l'hygiène de vie compte et surtout, on a beaucoup de chance. On vit dans des pays où les fruits et légumes sont abordables, on peut avoir accès à ces médecins et ces professeurs comme professeur Bangal et dans certains pays, c'est très difficile d'avoir accès à eux, mais ils sont disponibles pour nous informer. Je vais essayer de partager une vidéo avec vous. J'espère que ça va marcher. Au moins, j'espère que ça va marcher. Déjà, vous pouvez remarquer, on peut éventuellement remarquer une voussure, c'est-à-dire que si jamais il y a une masse, puisqu'à ce moment-là, la Pour réaliser une autopalpation satisfaisante, il faut déjà la réaliser juste après vos règles, puisqu'à ce moment-là, la glande mammaire sera plus souple. Ensuite, vous vous mettez donc devant votre miroir et vous allez déjà inspecter vos seins en vous mettant tout d'abord les bras le long du corps et les bras levés. Donc, à l'inspection, qu'est-ce que déjà vous pouvez remarquer? Vous pouvez éventuellement remarquer une voussure, c'est-à-dire que si jamais il y a une masse, on voit la peau qui est un petit peu surélevée. On peut également remarquer ce qu'on appelle une ride cutanée ou un méplat. Parfois, les tumeurs peuvent avoir un pouvoir d'attraction, et ce qui fait que vous avez une petite ride cutanée qui n'était pas présente avant. Il faut toujours faire un examen comparatif des deux seins, c'est-à-dire que si jamais vous avez un mamelon qui est un petit peu plus rétracté par rapport à l'autre côté, comme ici sur le mannequin, ça peut être aussi pour vous un signe d'alerte. De même que la couleur des mamelons, un mamelon un peu plus rouge d'un côté ou de l'autre, devra aussi vous inquiéter. Il faut également examiner la peau, puisque parfois on peut avoir un aspect de peau d'orange, ce qui est le cas ici sur le mannequin. Ça doit également vous inquiéter et vous faire consulter. Enfin, la dernière chose, si vous constatez que vous avez un sein qui est plus gros que l'autre et que ce n'était pas présent avant, vous devez également consulter votre médecin. Ensuite, on va passer à la phase d'auto-examen. Donc, vous allez vous auto-examiner. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous prenez essentiellement vos 3 doigts et il faut examiner un sein puis l'autre. Ensuite, il faut effectuer des mouvements circulaires au niveau de vos seins et il faut absolument plaquer en fait votre glande mammaire contre la paroi thoracique. C'est comme ça que vous arriverez à le mieux vous examiner. Alors, vous allez sentir des choses, mais c'est simplement le plus souvent votre glande mammaire. Et l'important, c'est de sentir éventuellement une boule quand vous faites l'auto-examen. Donc, il faut faire dans un sens circulaire, toujours dans le même sens, et bien examiner cadran par cadran. Donc, vous faites un sein, puis l'autre. Et ensuite, vous pouvez également examiner l'aisselle. Donc, tout le monde a des ganglions au niveau de l'aisselle. Le tout est de savoir si vous en sentez un qui est éventuellement dur. Donc, pour ce qui est de l'aisselle, il faut essentiellement crocheter l'aisselle à ce niveau-là et toujours plaquer les ganglions contre la paroi qui est dessous. Pour au mieux examiner l'aisselle,
il faut que vous ayez les bras à 90 ou les bras levés. Ensuite, vous pouvez enfin examiner les ganglions qui sont juste au-dessus de la clavicule, juste ici, toujours en plaquant les ganglions contre la paroi sous-jacente. Enfin, vous pouvez également regarder si vous avez un écoulement au niveau des mamelons, soit regarder si vous avez une tache dans votre soutien-gorge, ou si jamais vous ne voyez rien de particulier, pressez les mamelons de chaque côté et regardez s'il y a quelque chose qui apparaît à ce moment-là. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce soir. J'espère que ça a été très informatif. Demain, nous aurons un docteur Magas qui va nous parler des cancers gynécologiques. Soyez là avec nous le jeudi. Nous aurons encore docteur Bangali qui va nous parler de cancer de peau. Le vendredi, nous l'aurons aussi pour nous parler de cancer de la prostate. Et nous allons clore cette semaine le samedi par la table ronde des femmes que j'appelle les combattantes de cancer, des femmes qui travaillent dans des ONG qui ont pour but de sensibiliser autour de cette maladie. Merci à vous, à demain à la même heure. Merci, bonne soirée.